Bon bah bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous regarderez cet enregistrement audio. Donc éventuellement bienvenue dans ce que j'appelle la ESIS TV. Donc je sais très bien en fait que dans les médias officiels mainstream on n'est pas vraiment habilité à pouvoir s'exprimer librement. Donc moi je fais cette petite intervention individuelle pour déclarer officiellement dans mon plateau télé à moi ce que on ne verra pas vraiment dans ce qu'on regarde à la télé, par exemple. Des chaînes généralistes comme TF1, comme BFM TV, comme France 2, en fait, qui sont détenues en fait par des frères et sœurs cruels, qui malgré leur qualité en fait veulent maintenir en fait avec une dimension politique, ce que j'appelle le génocide culturel et une certaine intelligentsia qui ne fait que l'apanage en fait de la civilisation en fait de ce que on peut appeler ça le Septentrion, ou en fait le royaume de Édom, la Leucodermie, comme l'appelleraient certains penseurs. Donc pourquoi Isis TV? Tout simplement parce que quand j'ai démarré en fait ce combat culturel et c'est ce combat pour quand je suis tombé un petit peu dans la flaque de l'ivresse du savoir et de la conscience culturelle et politique, je me suis rendu compte en fait que chaque mortel, chaque frère et sœur d'humanité qui emprunte ce chemin, plus ou moins en fait à un moment donné, il y a un chemin qui bifurque officieusement. Donc il y a ce que on peut appeler en fait l'homme de succès, c'est-à-dire que l'homme ou la femme de succès, donc la personne qui est prêt à l'arrivisme professionnel, à braver en fait ses valeurs personnelles et individuelles pour avoir en fait au final le grand statut du grand écrivain ou du grand intellectuel, ou le grand statut de l'avocat, du magistrat, enfin ce qu'on appelle les thèses de vocation, quitte à valider les mensonges de l'histoire et des semi-vérités historiques. Et il y a ce que j'appelle en fait l'homme de respect, c'est-à-dire que le poignard libérateur, le protecteur ou la protectrice de la terre qui combat pour la totalité, qui combat pour l'authenticité historique et culturelle, pour libérer, émanciper les mentalités collectives, quitte en fait à réunir tous ses frères et sœurs d'humanité derrière un projet humain, un projet civilisationnel, un projet culturel, et féconder des civilisations plus ou moins pérennes, sereines et semi-félicitaires, comme il régnait à l'époque où on vénérait Isis. Donc il faut savoir en fait que dans cette vie intellectuelle, quand j'ai fait le choix de ce que j'appelle l'homme de respect, je me suis frotté plus ou moins à des tempêtes des mots, à des avalanches grammaticales où j'ai enchaîné les débats. D'ailleurs, j'ai toujours comparé en fait le savant et l'homme de lettres, donc la savante et la femme de lettres en fait un interprète dans le domaine artistique. C'est en fait que les deux ont un point commun, donc le fait de retenir des informations, donc l'homme de culture, la femme de culture doivent retenir des informations culturelles et intellectuelles pour développer des théories et des thèses intellectuelles, et l'interprète lui doit retenir un dialogue qui doit mémoriser pour pouvoir en fait le décliner en fait dans l'actorat et dans l'action primaire de donner un dialogue avec un autre interlocuteur. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement à un moment donné en fait donc on a cette gymnastique intellectuelle qui revient, les débats, les échanges, et puis on est frotté parfois à des diabolisations, donc ça arrive à tout le monde. Et je me suis rendu compte en fait que dans ce monde en fait tout est devenu critiquable. Donc tout est devenu critiquable. On peut critiquer même des valeurs héroïques, des valeurs culturelles, des valeurs en fait qui font plus ou moins la prolifération du rapprochement des peuples. On critique même l'intelligence aussi, on critique même la culture générale, on critique même l'épaisseur culturelle, l'érudition. Or en fait que quand on questionne en fait les sources historiographiques les plus anciennes, on se rend compte que dans les cultures qu'on dit primitives, alors que c'est un terme un peu galvaudé parce que c'est un terme qui désigne une dimension économique et matérialiste, c'est-à-dire qu'en fait qu'on dénigre des peuples néo-africains en faisant croire que finalement primitive concerne des peuples qui n'ont pas connu en fait le stade technologique que connaît en fait de manière majoritaire les peuples du Septentrion, donc l'Europe occidentale, et ce qu'on peut appeler, moi j'appelle la Nouvelle-Angleterre, la terre qui a été volée en fait aux Mayas, aux Cherokees, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique.
Euh, Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que dans les cultures éthiopiennes, donc couchites éthiopiennes, dans les cultures égyptiennes, on prône la connaissance, on prône la profondeur, et ça m'amène, pour faire le lien entre la culture et le nom de Isis TV et le fait de s'enraciner dans les cultures anciennes. Pourquoi Isis? Bah, tout simplement parce que dans les cultures anciennes, je fais appel à le nom d'une déesse égyptienne qui est la mère de Horus et la femme de Osiris, et qui en fait est assimilée en fait à un astre planétaire qu'on appelle la planète Vénus ou l'étoile de Vénus. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je prends par exemple des religions abrahamiques comme la religion chrétienne. Vous savez très bien que dans l'histoire du Christ, quand il naît en fait à Bethléem, il est repéré par les trois mages Gaspard, Melchior et Balthazar. Et les trois mages en fait repèrent la naissance du Christ par rapport à l'étoile du berger. Or, quand on s'enracine dans les cultures africaines, on se rend compte que l'étoile du berger fait appel à l'étoile de Vénus. Mais la femme, qui est assimilée à l'astre céleste, la lune, symbolise l'étoile de Vénus. Pourquoi? Parce que dans les cultures africaines, la femme, qui symbolise la lune, symbolise également l'étoile de Vénus. La femme est le symbole qui, non seulement en fait symbolise la sédentarisation, l'agriculture, donne la vie, mais elle brandit la lumière qui éclaire le monde. Donc quand on comprend ça, en fait, on comprend en fait que le matriarcat, donc la maternité qui est sacrée, brandit la lumière luciférienne. Donc il faut savoir que dans étymologiquement parlant, le terme Lucifer veut dire porteur de lumière, et ce n'est pas en fait une entité démoniaque qu'on a galvaudée, qu'on a diabolisée avec la traduction en fait de la Bible de 1611, qui était traduit, qu'on appelle la Bible King James. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de Lucifer, l'ennemi total, en fait, l'ennemi principal de Dieu. Donc en fait non, la femme symbolise celle qui brandit en fait la lumière luciférienne, donc la lumière qui éclaire le monde. Donc la lumière de Vénus, qui dans dérive le terme Vérus. Donc faut savoir que nos frères d'humanité qui se considèrent comme des Nazaréens, donc les Nazaréens sont les premiers chrétiens par rapport à la ville de Nazareth, parlaient du Christ comme la phrase en latin, c'était la phrase suivante, Christos Verus Luciferus. Donc vous avez bien Christos Verus Luciferus, Christ, véritable porteur de lumière. Et quand on comprend tout ça, on comprend que par exemple on a il faut savoir que Kermet, KMT, le véritable nom de l'Égypte, est la civilisation la plus totale et la plus grande et la plus la plus impressionnante que le génie humain en crée. À un tel point en fait que dans la République de Weimar, dans l'Allemagne nazie hitlérienne, on avait même eu cette idéologie dans les années 30, qui était même allée jusqu'à défier la moralité et les sources historiographiques et à faire croire que l'Égypte antique, l'Égypte médiévale, l'Égypte contemporaine ne faisait même pas partie de l'Afrique. Et ce qu'on nous avait raconté dans les années 30, dans les annales, c'était que l'Égypte aurait été créée par des Élonites, donc des types européens, des blancs, qui seraient venus du Septentrion pour instaurer la civilisation égyptienne. Et après, ils auraient connu un métissage avec ce qu'on appelle les Nabathènes, donc les Arabes. Et après, les mélanodermes, donc les Noirs, sont arrivés bien plus tard. Or, en fait, que le frère d'humanité, Cheikh Anta Diop, fut un des premiers, en fait, à révéler sans révéler, parce que c'était gravé dans les pyramides, que les premiers pharaons égyptiens, que la civilisation égyptienne viennent des vestiges de la civilisation nubienne, donc de la région de la Nubie, en fait. Donc la Nubie qui est l'équivalent du Soudan, en fait, actuel. Pourquoi? Parce que Samson sait très bien qu'en fait que les premiers Égyptiens étaient noirs, de par le fait en fait que les premiers pharaons égyptiens étaient ce qu'on appelle des Shemshuar. Donc Shemshuar veut dire les suivants d'Horus. Et ces Shemshuar étaient des rois soudanais. Le professeur Gomez le dit très très bien dans sa conférence de 2005, que des sources historiographiques et scientifiques, que les Nimor, Karor étaient des rois nubiens qui avaient occupé essentiellement en fait l'Égypte antique. Pourquoi tout ça me ramène à la Statue de la Liberté. Donc la Statue de la Liberté, par exemple, la plupart des monuments en fait en Europe occidentale sont parfois en fait des jeux de pouvoir, des jeux en fait de spoliation en fait de créativité intellectuelle.
et des fois en fait des modèles qui sont pompés sur l'une des plus grandes civilisations en fait africaines et humaines, la civilisation égyptienne en fait, de la vallée du Nil. La Statue de la Liberté, par exemple, si on prend la Statue de la Liberté, on se rend compte que finalement il y a deux histoires. Donc il y a la version européenne qui développe plus ou moins en fait parce que la Liberté en fait elle a été créée par un frère d'humanité qui a des origines italiennes qui s'appelle Auguste Bartholdi. Donc en 1875, Auguste Bartholdi a créé la Statue de la Liberté sous un modèle en fait européen qui raconte en fait que bon là je suis obligé de faire un peu d'histoire, c'est un peu le domaine où j'excelle, que quand on a eu après les lettres de Jussion en 1788-1789, donc pendant la grande révolution française, on a eu des membres du tiers-état, des membres de la bourgeoisie, des membres qui étaient issus en fait de la jacquerie, donc des révoltes paysannes. Donc la jacquerie et certains membres du tiers-état et certains membres qui se disaient révolutionnaires se sont soulevés contre l'hégémonie impériale de l'Église catholique et la monarchie absolue, donc contre Louis XVI. Et en fait, quand ils ont fait chuter la monarchie absolue, à un moment donné, avant de le faire, ils sont passés par l'église Notre-Dame qu'on peut trouver à Paris en fait, vers le premier arrondissement. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ces gens qui se disaient révolutionnaires, en fait, sont tombés sur une femme nue, qui était nue, et en fait, ils en ont posé en fait la couronne en pique. Donc c'est la couronne en pique qu'on trouve sur la Statue de la Liberté, et ils l'appelaient la Dame de raison. C'est drôle parce que ça c'est la version européenne, parce que faut savoir que Bartholdi était un grand adorateur en fait de la culture néo-britannique, pour ne pas dire nord-américaine, et qu'en fait que sa Statue de la Liberté qui est mise en fait et placée géographiquement à Paris et à New York est un clin d'œil en fait entre l'Amérique du Nord et le Royaume de France, parce que faut savoir que quand Marie-Antoinette d'Autriche a influencé Louis XVI, elle a influencé Louis XVI pour qu'il aille aider George Washington, du coup donc les deux statues de la Liberté, c'est un clin d'œil pour dire voilà, merci d'avoir combattu main à main, donc entre Français et Nord-Américains, pour repousser en fait l'Angleterre coloniale. Mais la version africaine, éthiopienne et égyptienne va beaucoup plus en profondeur, et donc moi j'aime beaucoup la totalité verticale et horizontale, donc d'aller toujours en profondeur. Cette histoire raconte une autre histoire, c'est qu'on se rend compte que finalement, quand on questionne la question de la Mérénitie Inati, donc la terre-mère africaine, que la Statue de la Liberté est pompée sur le modèle d'une femme africaine. La Statue de la Liberté est pompée sur, parce qu'en fait elle est pompée sur la déesse Isis, donc qu'on appelle également Aset, Asaïta, Asaitou, que les Grecs ont appelé Hécate, et la déesse Isis, la mère d'Horus, assimilée à l'étoile de Vénus, fait appel à ce que la femme symbolise dans les cultures africaines et égyptiennes. C'est-à-dire que la femme, je rappelle, symbolise la sédentarisation, celle qui donne les lois civilisationnelles, et celle qui brandit la lumière du Sifarienne, la lumière qui éclaire le monde. Parce que la liberté, tout le monde le sait, brandit la torche de la liberté qui éclaire le monde. Or, en fait, que dans la version européenne, il faut savoir que la Statue de la Liberté, parce que elle brandit en fait la torche de la liberté, qui en fait fait appel à des rites grecs et égyptiens, parce que faut savoir que dans les rites gréco-égyptiens, le myste, celui qu'on appelle le myste, était un homme qui était initié, et celui qui l'initiait portait un flambeau. Il portait un flambeau pour dire voilà, je suis initié. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on comprend que voilà le matriarcal, la maternité, parce que ce qui est marrant en Europe occidentale et dans la culture septentrionale, donc l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, on a un peu ce cliché macho et phallocratique de dire que voilà, le patrilinéaire, le patriarcal prône vraiment a vraiment une grande place en fait prépondérante dans la culture septentrionale, alors que on regarde par exemple les Bakongo, les Five Nations, les Mohawks, les Odanyanga, quoi encore les Bantou congolais, les cultures égyptiennes, éthiopiennes, sont des structures matrilinéaires en fait et matriarcales. Les cultures africaines font appel à des cultures où vraiment la femme est vraiment respectée. Donc moi j'ai pas peur de dire que simplement que dans les religions brahmaniques il y a un certain machisme, une certaine phallocratie qui s'est installée, parce que quand on prend l'astrologie en fait ancienne, on se rend compte que l'homme symbolise le soleil et la femme symbolise la lune, et que
et que en fait éventuellement quand on comprend tout ça, par exemple je prends les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous avez lundi qui vient du latin luneus lunae dies qui veut dire jour de la lune, et vous avez le dimanche qui vient du latin diem dominicus. Donc le lundi c'est le jour de la lune, ça c'est du point de vue gréco-latin. D'ailleurs si on prend la langue scandinave ça va beaucoup plus loin. Par exemple je prends lundi en anglais, ça se dit Monday. Vous prenez le terme moon qui veut dire la lune, vous faites day le jour, donc moon day, moon plus day égale Monday, le jour de la lune. Or en fait que quand on questionne la culture proto-germanique, le terme Monday vient du proto-germanique Menis Dagaz. Menis Dagaz, ça veut dire jour de la lune. Ou par exemple, si je prends mardi, ça va être Tuesday en anglais. Bah, Tuesday vient de Tiwas Dagaz, le jour de tir. Le jour de tir. Tir dans la culture scandinave, c'est le dieu de la guerre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on prend en fait les jours de la semaine, et dans la culture gréco-romaine et dans la culture scandinave, on se rend compte que finalement, la reprise des divinités sont les mêmes. Parce qu'après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi le jour de la lune, le jour du dieu de la guerre, le jour du dieu du message, le jour du dieu suprême, le jour du dieu, pardon, de la déesse en fait de la beauté, et parce que faut aussi savoir que si le vendredi, donc le vendredi qui vient de Veneris Diems, qui veut dire jour de Vénus, si la journée de la femme est le vendredi dans les cultures européennes, ce n'est pas pour rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, les populations anciennes, quand ils regardaient en fait les astres planétaires et les astres célestes, quand les cultures anciennes en fait regardaient les astres célestes, en fait, l'astre lunaire était l'astre qui changeait. L'astre solaire, c'est un astre transigeant en fait, intransigeant parce que le soleil ne change pas. Or, la Lune, en fait, quand on l'observe entre 28, 29 et 30 jours, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a une évolution astrologique entre le croissant, en fait, qui évolue vers la plénule, en fait. Et cette évolution se fait, en fait, entre 29 et 30 jours. Et la première fois qu'on a eu un calendrier égyptien, moi, je dis par rapport à la précision d'équinoxe que c'était 4300 avant Jésus-Christ, mais il y en a qui vont dire, par exemple, vous regardez Doumi Fakoli, lui, il va dire que ça va être 4250 avant Jésus-Christ, mais c'est là qu'on a eu la creux du Nil. Et la creux du Nil, en fait, est un document, donc c'est un calendrier astrologique qui se base sur la Lune. C'est pour ça que les calendriers primitifs sont des calendriers lunaires. Même quand Yao, empereur semi-légendaire de la culture chinoise, quand il instaure le Sui et le Si, donc le calendrier chinois est un calendrier lunaire. C'est-à-dire que quand vous savez que la Lune symbolise la femme est assimilée à la Lune et que les cultures anciennes reprennent des calendriers lunaires, on se rend compte que finalement Denis le Petit, qui est le fondateur du calendrier grégorien, qui est un calendrier solaire, donc le soleil, c'est la mise en avol du patriarcal, du patrilinéaire et du mâle tombe en ruine parce que finalement on voit que c'est pas logique parce que quand on faisait un calendrier c'était parce qu'en fait on regardait comment la lune évoluait mais le soleil ne change pas, le soleil est un astre intransigeant. C'est même pour ça que dans les cultures abrahamiques on parle de Dieu comme Père Céleste, comme divinité qui est éternelle, sempiternelle, c'est parce que c'est par rapport au soleil, à la vénération du soleil. Or en fait quand dans les cultures anciennes, et même quand vous reprenez par exemple le yin et le yang, qui est le symbole du drapeau coréen, le yin et le yang, c'est pareil, parce que les cultures anciennes font toujours appel à la complémentarité, donc à la totalité, parce que si la lune c'est la femme et l'homme le soleil, l'ombre de l'un mélangée à la lumière de l'autre, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc en fait, il faut une complémentarité, il faut une totalité. Et faut savoir que dans les cultures éthiopiennes, égyptiennes, le soleil est un astre qui renaît, qui ressuscite. C'est un astre en fait qui renaît chaque jour après la lune. C'est pour ça en fait que on a ces jours de la semaine, là je reviens au jour de la semaine, donc on a lundi, mardi, mercredi, on a lundi le jour de la lune qui termine par le jour du soleil, le dimanche. Et le dimanche qui fait appel, c'est pour ça qu'on explique pourquoi en fait le jour du Seigneur, donc le jour du Seigneur est mis, c'est pas mis en fait hasardement en fait le dimanche, c'est parce que le dimanche c'est le jour du soleil, le jour de l'astre qui renaît et qui permet en fait de le renouveau en fait. Donc on recommence la semaine en fait.
Bref, tout ça pour ça, bah voilà, pour dire que voilà, c'est l'une de mes premières interventions intellectuelles sur le fait que j'appellerais la ISIS TV, qui fera plus ou moins la prolifération de mes réflexions intellectuelles, parce que c'est vrai que écrire des bouquins, écrire des textes, ça met un peu de temps, mais à l'oral ça va vite, et ça permet vraiment une dynamique intellectuelle en fait qui est directe et qui est abrupte. Euh, euh, Par-delà tout ça, je vais parler d'un concept intellectuel. J'aime pas trop le terme idéologique parce que ça voudrait dire en fait qu'il y a une dimension dans le rythme, mais moi je cherche pas à endoctriner les gens ou à les encadrer dans les cases, mais plus ou moins en fait, moi je défends, moi si j'avais un blason, si j'étais un chevalier avec une épée, je dirais que mon blason c'est la totalité, ce sera un globe terrestre, mais disons que moi je parle de la carte du projet Peter, c'est pas la carte du projet Mercator. Mais ouais, mon blason ce serait ça. Mon blason ce serait un symbole qui symbolise le globe terrestre, donc la totalité, la globalité, pour empêcher les gens de se mettre dans des cases, dans des catégories, parce que je pense que les catégories nous divisent et nous séparent. Donc moi qui fais appel à la catégorie, je ne nie pas qu'il y a des catégories, je ne nie pas qu'il y a des cases. Je pense qu'en fait que quand on cherche à être une femme et un homme total, on essaie de transcender les cases et transcender les frontières et on essaie d'aller au-delà en fait de ce qui est réducteur. Donc moi tout ce que je prône c'est la totalité, la complémentarité, la profondeur, l'ambivalence, euh, l'authenticité, hein, parce que moi je pense pas qu'on peut aller dans le sens du rapprochement du peuple et que je pense que si on veut que l'humanité frappe comme un seul homme, il faudra en fait qu'on s'unisse devant tous un même projet, donc le projet humain, un projet total et qui passe par une certaine authenticité culturelle, parce que le problème c'est que l'histoire de l'humanité en fait elle est traversée par des c'est pour ça qu'en fait que par exemple on a lu du texte de Napoléon Ier Bonaparte le dit très très bien, il avait accès à des sources vraiment exponentielles, hein, il dit très bien que euh, l'histoire en fait c'est un mensonge auquel tout le monde croit et ouais c'est ça, donc l'histoire est un mensonge auquel tout le monde croit, même Friedrich Hegel. Puis j'ai pas beaucoup d'affection, même s'il a produit des concepts philosophiques assez ahurissantes. Parce que Hegel dit en 1831 que en fait les Africains sont totalement inconscients de leur histoire et que comme ils sont inconscients, il vaut les mettre à l'ombre. Il a dit ça en 1831 et il faut savoir que Hegel n'est jamais allé en Afrique. Par contre, c'est Hegel qui apprend qu'en fait que l'historien, quand il produit des concepts et qu'il produit des sources historiographiques, en fait il apprend qu'il ne sait rien. Et plus je baigne dans les cultures les profondeurs des choses, plus je me rends compte que finalement, qu'au départ, là je valide Socrate, hein, qui dit je ne sais tout, je ne sais rien, je sais tout mais je ne sais rien. Je pense qu'il y a une destruction de la femme et de l'homme total, et je pense qu'en fait il y a une destruction des cultures anciennes, donc une destruction que je pourrais qualifier de oedipien si je prends un terme grec. Vraiment le fils qui se rebelle contre le père, et comme les mortels sont déracinés à l'échelle majoritaire, en fait, comme ils savent pas d'où ils viennent, parce que moi, il y a pas longtemps, j'ai débattu avec un frère d'humanité qui se rend même pas compte, en fait, qu'il est mon frère d'humanité. Il sera même incapable. Je vais balancer des théories de chez Diop, de Gomez, de Moutoundé, de Silla Serbin et de beaucoup que je peux citer, où avec preuve à l'appui, on se rend compte que finalement, même les gens qu'on peut qualifier européens, typés leucodermes, comme l'appelait chez Diop, ont des gènes africains. C'est pas parce que la personne est noire, donc c'est un noir dépigmenté, donc c'est soit qu'il soit blanc, parce qu'elle est blanche ou albinos, que forcément elle n'a pas de gène africain. Demandez à Jimmy qu'est-ce qu'il a fait quand il a écrit dans le Hong Kong du Mao que l'homme de Pékin tombe en ruine. Jimmy est un frère d'humanité typé asiatique qui a fait des expériences scientifiques où il a réussi en fait, en plus c'était même pas ça son terrain de recherche à la base, c'est simplement faire des tests ADN, et il a découvert en fait que ce qu'on peut appeler gabonais, malien, sénégalais, et ce qu'on peut appeler chinois-taïwanais ont les mêmes gènes. Donc il y a vraiment un déracinement total, les personnes se cherchent, et ce que j'appelle la culture de l'arrogance, de l'excès, de la consommation,
de la destruction en fait de la provenance, la destruction du matriarcal, enfin du matériel et du patriarcal. On détruit en fait ce qui était avant, on détruit en fait les sources, les authenticités, et en fait ça influe sur majoritairement dans des cultures qui se disent culture septentrionale, et ça amène vraiment à un déracinement total en fait. Et c'est dommage en fait, c'est dommage. Mais bon, il y a de l'espoir. Voilà, bonne soirée.